Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Notre invité ce soir est enseignant-chercheur, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Avec lui ce soir, nous parlons d'un terme d'actualité qu'il connaît très bien, les guerres électorales, en particulier sur le continent africain. Rémi Bazenguissa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur le thème du séminaire que vous donnez régulièrement à vos étudiants, j'aimerais votre avis sur les résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont des résultats qui vous surprennent? D'une certaine manière, oui, dans le sens où je trouve aussi que c'est un bon exemple pour la suite, hein, oui. Dans le sens où on a plutôt l'habitude dans beaucoup de pays africains que celui qui organise les élections gagne. Et là, dans le cadre de cette élection, oui. A priori, il n'a pas gagné. Oui. Donc, bon, c'est ça qui pourrait nous surprendre. Mais depuis un moment, on sentait bien que la formule qu'il avait mise en place, oui. Hein, donc pousser son poulain, hein, que cette formule était difficilement réalisable. Avait du plomb dans l'aile. Voilà. Et que là, du coup, on peut dire qu'il a encore gagné. Et puis, je pense que c'est des bons exemples qui montrent que les élections en Afrique, quand on le voit à l'extérieur, on pense que c'est que des personnes qui n'ont pas de véritable stratégie. Oui. Hein, mais là, du coup, c'est plus complexe que ce que nous pensons. Donc, ce n'est pas juste aller élire un homme à la tête du pays, c'est beaucoup plus profond. Plus profond. Et que là, du coup, par exemple, il me semble qu'en prenant Tshisekedi, oui. et en le poussant comme ça, oui. On met aussi l'opposition devant une contradiction, oui. Qui fait que tout le monde est dans une situation un peu compliquée. Un peu compliquée. Voilà. Le fait que Félix Tshisekedi, qui vient de l'opposition, donc, sommes-nous dans une alternance ou dans un statu quo? Alors là, du coup, certains crient en disant que c'est alternance, oui. Parce qu'on a changé de personnes, d'individus, ok. Mais est-ce que du point de vue de la structure, oui. On a changé? Ça, ça se dit pas aussi facilement. Oui. D'autant plus qu'on peut, dans une approche un peu structurelle, on peut dire que, l'expérience avec Kabila, c'était l'expérience un peu, je mets des guillemets, dynastique, dans le sens il venait à la place du père. Et que là, Tshisekedi vient aussi à la place du père qui aurait pu être président, oui. Oui, et du coup, on rejoint quand même une partie de l'histoire du Congo RDC, oui. Qui, au moment où c'était Zaïre, donc Tshisekedi était déjà là, comme une alternative au moment de la conférence nationale, hein, puisque l'opposition de l'époque voulait déjà que son père, oui. Soit premier ministre pour assurer cette transition. Hein, et que finalement, maintenant je crois que ça fait 30 ans, je crois, après on retrouve le fils. Oui. Et ce qui montre que là nous avons des structures profondes, hein, que quand on parle des élections en Afrique, hein, il ne faut pas seulement penser que c'est des petites... des petits jeux, oui. Hein, mais en plus c'est des jeux, ce sont des expériences quand même très sérieuses, puisque ici, dans les pays européens, on n'a pas des expériences de ce type, c'est que des expériences africaines des élections, il y a des morts, hein, donc c'est quand même des choses très sérieuses, oui. Et qu'il me semble qu'on doit être beaucoup plus sérieux quand on les aborde. Les tensions électorales, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, vous l'enseignez régulièrement ici en France, vous les monographiez. À quel moment naissent-elles ces tensions? Avant ou après les élections? Non, mais en fait, mon idée était plutôt oui. de travailler sur précisément l'idée du sens de ces choses que certains appellent violence électorale, oui. Certains appellent... guerre électorale. Moi, je préfère plutôt appeler guerre électorale. Je pourrais dire tout à l'heure pourquoi. Oui. Ou ce que certains appellent crise post-électorale. Oui. Ou toutes ces choses-là. Hein. Alors, mais
il me semblait que souvent, on convoquait ces choses pour dévaluer l'expérience électorale en Afrique. C'était, pour certains même, pour dire que c'était pas relevant, quand on devait travailler sur l'expérience électorale pour comprendre ce qui se passe. Oui. Alors, donc, moi, ce qui me frappait, donc au fur et à mesure que je travaillais sur ces systèmes-là, oui. je m'apercevais que on faisait des confusions entre ce qu'on pouvait appeler les élections oui. et qui est un processus, effectivement, de choix de celui qui va nous gouverner et une des procédures pour choisir, qui est le vote. Et donc, il me semblait qu'on confondait toujours tout. Oui. Quand on parle des élections, souvent, on parle du vote. Oui. Et alors, si on accepte l'idée que l'élection, c'est pas que le vote, mais que le vote fait partie de l'élection, oui. la question se pose maintenant, qu'est-ce qui va contribuer à la légitimité oui. de celui qui va être choisi. Oui. Alors, dans certains pays, surtout les pays européens par exemple, oui. Alors on a l'impression qu'il suffit que en fait, l'incertitude par rapport au gouvernant oui. peut être résolue quand on dépouille le nombre de voix. Oui. Et puis, il y a la règle de la majorité. Dès qu'on a dit qu'un tel a eu plus de voix que l'autre, c'est fini. On a l'impression que c'est fini. Oui. Or, dans beaucoup d'expériences africaines, les gens, il n'y a qu'à écouter la rumeur, oui. puisque la rumeur, et eux, ils ont l'expérience. Ils savent souvent celui qui va gagner, parce qu'ils disent toujours... comment le savent-ils d'ailleurs? Écoutez, c'est l'expérience. C'est l'expérience, oui. comme ici on attend, donc eux, ils ont l'expérience. Mais quand ils disent, ils savent, et puis maintenant vous avez des formules, beaucoup de formules au pays, qu'on attribue à des présidents, certains l'attribuent, pareil à Bongo, qui aurait dit, on n'organise pas des élections pour les perdre, oui. ou des choses comme ça. Oui. Et puis on voit que souvent, ceux qui organisent les élections les gagnent. C'est une constante, ça, voilà. Que ceux qui organisent les élections. Au fond, ce que vous dites, c'est que vous dites qu'il ne faut pas qu'on confonde tout. Le vote fait partie d'un processus. Voilà. Et en général, les gens parlent de crise post-électorale quand il y a juste le vote, alors qu'ils ne se posent pas les bonnes questions sur tout le processus qui a mené au vote. Voilà. Ça m'amène à vous poser la question de savoir, finalement, est-ce que l'Afrique doit, puisqu'on assiste à ces choses-là, est-ce que l'Afrique doit inventer son propre processus? Mais est-ce qu'il n'est pas en train d'inventer ces processus? Puisque là, si on revient dans la situation de la RDC, oui. Il faut qu'on voit déjà ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que si c'est vu de l'extérieur, on va dire qu'on est une mascarade de vote. On a d'ailleurs entendu des chancelleries occidentales ce matin dire que les résultats qui ont été donnés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondaient pas. Voilà. Mais la question est de savoir, si on reste sur ce point-là, on dit que le plus important, c'est le dévoilement des résultats des scrutins. Oui. Or, moi, dans mon hypothèse, je dis que ça cache toujours quelque chose d'autre. C'est qu'il y a dans d'autres pays, et c'est pour ça que je n'avais pas fini tout à l'heure, par exemple, dans un pays où on sait que le chef va gagner, ça n'empêche pas qu'il y ait incertitude. Ça n'empêche pas qu'il y ait incertitude. Mais cette incertitude-là, il faut le régler. Et les chefs le règlent souvent. Disons que la situation est souvent réglée à la suite des conflits, et parfois des conflits militarisés, des guerres civiles. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de mettre la question de la guerre dans l'agenda de l'élection. C'est-à-dire que souvent, quand on pense les phénomènes de la démocratie, on pense tout de suite à des situations pacifiques. De paix. De paix, puisqu'on dénie la dimension du conflit, et parfois que ce conflit peut devenir ultra-violent. Si l'idée, c'est que la société se choisisse un leader, alors on peut dire que ce leader peut être choisi ou par la règle de la majorité. Donc là, c'est dans les pays occidentaux peut-être que ça suffit. Et encore,
on peut poser des questions. Oui. Et dans d'autres pays, ça se choisit par d'autres biais. Force. Par d'autres biais, oui. éventuellement par la force. Oui. Et donc, c'est pour ça que la question, c'est la question, la question de la légitimité, c'est seulement pour ouvrir cette question-là, oui. Et que de dire qu'elle n'est pas seulement réductible au résultat, en fait, du scrutin. Oui. Voilà. Quand vous partagez ces idées avec vos étudiants, avec vos collègues qui réfléchissent aussi sur la question, qui ont d'autres modèles, d'autres paradigmes, quelles sont les contradictions qu'ils vous apportent? En fait, déjà, la première chose, c'est inacceptable, oui. dans le sens, il y a une confusion entre démocratie, c'est pas de la démocratie, tout ça. Bon, mais ma question, pour moi, ne se pose même pas là, puisque si on regarde même chez les Grecs, oui. la définition de démocratie, c'est démo et kratos. Oui. Démos, c'est le peuple. Souvent, on nous dit c'est le gouvernement du peuple. Oui. Donc, démos, c'est le peuple. Kratos, c'est aussi la prise du pouvoir par la force. Ah oui. Par la force, par le peuple. Parce que c'était une expérience historique où la populace a pris le pouvoir en Grèce. Donc, des gens qui n'ont pas le droit de gouverner vont maintenant prendre le pouvoir et gouverner. Oui. Et c'était ça, disons, l'histoire de la démocratie. C'est-à-dire que ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui avaient ou étaient les plus intelligents, ou avaient le plus d'argent, oui. ou ceci, cela, n'acceptaient pas de se faire diriger par cette populace. Donc la démocratie au début était un terme péjoratif. Oui. Donc maintenant qu'il devient un sacro-saint. Voilà. Mais donc ça n'empêche que nous, qui nous trouvons nous, quand je dis nous, les Africains ou en Afrique, oui. qui nous trouvons dans des situations qui ne correspondent pas au modèle actuel occidental, oui. ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas des expériences démocratiques, politiques intéressantes. Voilà. Donc, mon idée est celle-là. Donc, effectivement, les étudiants, oui. Quand je dis ça, puisque je suis le professeur, oui. ils font semblant, je suppose, de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ». Bon, mais les collègues... les collègues ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais si on suit votre thèse, il faut donc qu'on s'entende sur le fait que chaque pays a besoin de son mode de désignation de son propre chef. Oui, par exemple, même en faisant un certain nombre de monographies en Afrique, oui. on arrive à peu près à voir qu'il y a combien de types il y a? Non, peut-être pas combien de types pour l'instant, puisque je travaille avec des collègues africains qui sont sur le terrain. Oui. Souvent, on travaille d'un commun accord, et donc on a bâti une plateforme. Pour l'instant, elle n'est pas encore accessible à tout le monde, oui. Donc, où les résultats de nos enquêtes sont envoyés sur cette plateforme pour essayer de voir un peu quelques types. Oui. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de ces espèces de successions dynastiques, oui. On a un certain nombre de pays africains qui sont sous ce modèle. Togo, Gabon, RDC, Kenya. On a... Oui, Kenya avec Kenyatta et son père plus longtemps avant. On pouvait avoir aussi d'autres que je trouvais, que j'appelais moi les zombies au pouvoir, oui. où des personnes sont presque absents, oui. ou incapables physiquement de gouverner. Cameroun, Algérie. Il y avait le Zimbabwe, oui. Donc qui sont là, mais qui sont quand même choisis, qui sont choisis par la machine des élections. Oui. Donc et puis on peut tracer plusieurs types comme ça, qui nous permettent de comprendre pas seulement chaque pays en lui-même, mais c'est aussi de comprendre que les phénomènes des élections concernent... La région ou la sous-région. Mais oui, ça concerne aussi les Africains en tant qu'ils sont des parties prenantes de ce monde commun dans lequel nous sommes. Donc, ces expériences qu'ils vivent, si on les analyse bien, on les comprend bien, ça peut nous permettre aussi de comprendre ce qui se passe dans les pays européens, occidentaux.
Moi, ce qui m'avait frappé, mais j'ai dit pourquoi à ce moment-là, on ne parlait pas comme c'est dans les situations africaines. Alors, c'est 2002 aux États-Unis, quand Bush, on a dû recompter les votes, oui. Voilà, on a compté et c'est la Cour suprême qui a fini par trancher. Qui a fini par trancher, alors qu'on nous dit que les élections, c'est le vote. Hein, les résultats doivent sortir des urnes. Oui. Mais là, les résultats sont... Il y a des premiers résultats qui sont sortis des urnes, mais il y a un deuxième résultat qui est sorti par la décision de la Cour suprême. Donc là, du coup, on peut revenir sur notre exemple de tout à l'heure. Il y a, semble-t-il, des premiers résultats qui sont sortis des urnes et qu'on nous a dit que c'était Fayoulou qui a gagné. Et il y a un deuxième... Officiellement, on n'a pas dit ça quand même. On a laissé filtrer que c'était Fayoulou qui avait gagné. Et aujourd'hui, on se réveille avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. De manière provisoire. Exactement. Et ça m'amenait justement à revenir sur le cas de la RDC en nous disant... on n'a pas terminé avec la République démocratique du Congo. On est probablement au début d'une autre histoire électorale à écrire en RDC. Là. Mais en fait, pour moi, c'est pour ça quand je parle de guerre électorale, je ne comprends pas souvent ce qu'on appelle le post-électoral. Parce que le post-électoral, ça voudrait dire que c'est fini les élections. En fait, je me dis que le phénomène, la compétition électorale en RDC n'est pas encore fini. Ce sera fini quand on va... Il y a un moment où... Ça, il faut aussi, par expérience, on sait. Hein, quand le chef est vraiment installé et a contrôlé tout. Pour l'instant, il est provisoire. Il va prêter serment, certainement. Hein. Si la Cour constitutionnelle n'est pas saisie par des recours en annulation de cette élection, par exemple. Et celui qui est sur place, est-ce qu'il voudra partir comme ça hein, ou est-ce qu'il espère qu'il y ait des affrontements, des guerres civiles, où il va se reposer lui-même comme étant le sauveur éventuel. On est dans l'incertitude totale. Donc on est encore dans ce moment du choix de celui qui va diriger. On pourra dire que c'est fini quand le nouveau sera installé, qu'on verra qu'il tient le pays dans ses mains. Professeur, on va conclure dessus. Quand je préparais l'émission, je suis retourné en arrière. J'ai pensé à la Côte d'Ivoire en 2010, j'ai pensé au Kenya en 2007, au Mozambique l'année dernière, etc. Et au Kenya d'ailleurs aussi, qui a connu encore quelques épisodes comme ça. Et je me posais la question de savoir si... on était condamné à vivre la répétition de ces crises, on ne dira plus post-électorale, vous m'avez enseigné quelque chose ce soir, de ces crises lors de la désignation de nos chefs. On peut quand même, là c'est parce que nous prenons que les cas, les cas difficiles. On peut prendre aussi des success stories. Au Bénin, ça se passe bien. Au Sénégal, ça se passe bien. On peut dire, au Zimbabwe, ça s'est quand même relativement bien passé. En Angola, ça s'est bien passé. Au Libéria aussi. Au Libéria aussi. Donc, au fur et à mesure, on a aussi des cas où ça se passe bien. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. Mais même les cas où ça se passe bien, ça peut aussi un bon jour, ici et en France, ça se passe bien. Mais on a aussi des explosions de violence. C'est l'être humain. Je veux dire, non, j'accepte pas l'idée que ce serait une spécificité du continent. J'avais bien compris dans vos arguments que vous n'acceptez pas la spécificité africaine. Il y a des différences, il y a des choses dont il faut tenir compte. Juste une dernière question. Que vont devenir les fruits de vos recherches une fois que vous aurez traité en long et en large cette problématique de guerre électorale, de violence électorale qu'on l'appelle comme on veut, qu'est-ce que ça va devenir? Mais par exemple, dans le travail que je fais avec les collègues en Afrique, donc là on a couvert 11 pays,
situations électorales. Oui. Hein. Donc on espère, donc, parce qu'il faut trouver de l'argent pour faire, et en plus pour aller travailler sur l'Afrique, c'est pas toujours évident d'avoir de l'argent. Et c'est une structure où c'est des collègues universitaires qui ont des doctorants, des masterants, qui font des enquêtes, et on recueille, et puis on met sur cette plateforme où on essaie de faire une base de données. Oui. Donc au moins pour moi, l'une des choses qu'on pourra laisser, c'est cette monographie générale avec un vrai fond documentaire pour des gens qui aimeraient puiser dedans, comprendre les phénomènes de nos sociétés et apporter peut-être des solutions. Ça peut germer d'autres solutions, d'autres modèles peuvent aussi germer. Et donc là, l'idée, c'est que la recherche serve aussi à au moins pour l'histoire, c'est-à-dire constituer ces archives-là. Mais ce qui est très, très important, c'est que les gens sauront comment ces données ont été recueillies, et ça c'est très important pour la science, comment ça a été recueilli, et tout ça, donc de manière exhaustive. Rémi Bazenguissa, merci. Merci beaucoup. Enseignant-chercheur, merci d'être venu nous voir. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Guerres électorales ou violences électorales, vous avez mis un point d'interrogation. C'est le thème d'un séminaire que vous donnez régulièrement ici donc à Paris. Vous ne m'avez même pas dit qui sont ceux qui participent à vos séminaires. C'est tout le monde ou ce sont les étudiants? Tout le monde peut venir. Et donc les étudiants qui viennent, ce sont des étudiants de master et de thèse, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui sont complètement en dehors, certains à la retraite, qui sont intéressés par le thème. Merci infiniment d'être venu parler de ce thème d'actualité avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.